Depuis, l'actualité est devenue de plus en plus mouvementée. Nul besoin de citer avec force détails les contrées, les personnages et les actions qui se livrent en spectacle. Le rythme semble devenu désormais vertigineux. À l'heure où nous organisons cette intervention, des mouvements de contestation sociale sont en cours. Alors que certaines sont considérées par les décideurs politiques comme anodines et inopérantes, certaines ont la particularité de mettre en scène une accélération au service d'un projet de transformation radicale, voire une véritable révolution. Le cas bien proche est sans doute la situation actuelle à Madagascar, aussi hasardeux que cela puisse paraître, simple coïncidence peut-être. En tout cas, c'est bien un tel constat qui nous permet en effet de mettre en scène ce qui constitue le cœur de notre rendez-vous de cet après-midi, l'État. Nous n'en dirons pas plus. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette conférence en ligne organisée par la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Pour rappel, la Fondation de l'innovation pour la démocratie est une organisation panafricaine qui a pour ambition de faire émerger de nouveaux modèles de démocratie qui sont inscrits dans l'histoire, les cultures et les territoires africains. Pour cela, la Fondation se base sur différents partis pris que sont l'intelligence collective, l'implication des jeunes, des femmes et des diasporas, la recherche autour des savoirs et des pratiques endogènes, et enfin le réarmement de la pensée, chantier auquel contribue ce cycle de conférences qui dure toutes les 2 semaines de janvier à octobre. Je suis Franck Cédric Denis, chargé de projet de la Fondation. Ce soir, mon rôle est purement technique, assurer le bon déroulement de cette conférence. Je suis en compagnie de Radio Ferrandianina. Aujourd'hui, dans le cadre du cycle de conférence, elle nous propose de discuter autour de la thématique l'État en question, entre héritage, résistance et réinvention, une thématique aussi bien lancinante qu'actuelle. À la modération, Alex Randiamarefa, qui sera chargé de conduire la suite jusqu'à la séquence de discussion. Moi, je vous dis à tout de suite pour faciliter la phase des échanges. Par ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Voilà, merci. Oui, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur d'être ici, de modérer cette session pour aujourd'hui, honorable assistant. Moi, je m'appelle Randiamaefa Alex Claudio, doctorant en histoire de l'université Antananarive et aussi directeur scientifique de l'Institut de recherche en histoire et civilisation au IEA Océan Indien. Sans plus tarder, je vais présenter notre intervenante concernant ce thème qui pousse vraiment à la réflexion. Nous avons donc affaire à Madame Randiane Radulfe. Elle est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université Côte d'Azur. Elle a commencé sa carrière d'enseignante-chercheur en droit public en France, notamment à l'Université de Nice-Sophia Antipolis et à l'Université de Picardie Jules Verne. En parallèle, elle a assuré des cours en droit public à l'université d'Ansran, c'est-à-dire au nord de Madagascar, et à l'université catholique de Madagascar, qui se trouve dans la capitale au centre. De retour au pays depuis 2023, elle est actuellement responsable des activités de la Fondation de l'innovation pour la démocratie dans l'océan Indien, chercheur associé au sein de l'UMR SNES, Savoir, Environnement, Société, chercheur associé en droit public au Centre national de recherche sur l'environnement CNRE et chargé d'enseignement à l'université d'Antananarive et à l'université catholique de Madagascar et membre de l'école doctorale Globalisme, Environnement et Sécurité Société indienne-océanique de l'université d'Ansran, ainsi que du laboratoire mixte international paysage piloté par le CNRE et l'IRD. Vous voyez que nous avons quand même affaire à une grosse pointure. Et donc, ces recherches en droit public qui ont fait l'objet de publications dans des revues internationales à comité de lecture et ouvrages collectifs portent principalement sur les droits humains et les droits de l'environnement, avec un intérêt particulier pour le dynamisme de gouvernance et de démocratie enracinée dans les traditions et cultures africaines. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous passe la parole, Madame Radiane Radulfe. Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, très cher Alex. Merci également à mon collègue Guy. Et je tiens également à adresser des remerciements particuliers au professeur Achille Bembe, qui m'a invité à prendre part à ce cycle de conférences, voilà des mois.
Je tiens également à féliciter Guy pour ce cycle de conférences que nous suivons depuis voilà, plusieurs mois. Alors, au moment où je vous parle, et il me paraît important de le dire avant de commencer nos échanges, on est dans un moment de gravité pour notre pays, en tout cas pour Madagascar, d'où je vous parle. On a une journée, pour ceux qui suivent l'actualité, une journée qui s'est accélérée, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis très tôt ce matin, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. L'Assemblée nationale qui avait commencé à se réunir pour voter la motion d'empêchement du président de la République. Et de manière quasi simultanée, par la suite, un groupe d'officiers s'est dirigé vers un des palais présidentiels qui était inoccupé qui l'ont occupé, en tout cas, sous les caméras. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu voir juste avant la conférence. Je ne commenterai pas plus les événements, en tout cas les événements d'aujourd'hui, parce que les événements avancent de manière très rapide. On pourra éventuellement discuter sous réserve de ne pas se lancer dans des interprétations ou des commentaires des événements. Ces événements, en fait, alors pourquoi? Parce que ces événements se font et se défont à un rythme extrêmement rapide et donc je serai bien sûr ravie de répondre à vos questions, mais dans la limite de ce que je viens de vous dire. Au cours de la prochaine heure, enfin les 2 prochaines heures plutôt, on va essayer de prendre de la hauteur, de se poser des questions de fond et d'avoir des débats de substance. Ce que je peux qualifier d'un moment de respiration au cours dont on a certainement besoin, de respiration intellectuelle. C'est ce dont on a besoin, en tout cas, je l'espère, depuis ces quelques jours, ces quelques semaines même que nous vivons. Alors, l'état en question entre héritage, résistance et réinvention. Cette conférence que nous avons pensée, comme je vous le disais depuis le mois de mars, et Guy le disait tout à l'heure, comme une coïncidence. Alors, je ne qualifierai pas la coïncidence, mais en tout cas, cette conférence, je l'ai pensée et repensée depuis des mois, et évidemment avec une certaine hauteur depuis les événements de ces quelques jours. Alors, Madagascar, comme je vous l'ai dit, traverse un moment particulier de son histoire récente, où semblent se superposer des couches de temps aux enjeux multiformes. On l'a vu, l'urgence pour les populations les plus vulnérables de faire entendre sur fond de tension, de se faire entendre plutôt sous fond de tension sociale, le poids des héritages et des antagonismes entre générations, et l'espoir d'un avenir meilleur qui tarde finalement à se rendre lisible. Donc, interroger l'État dans un tel contexte, alors ce n'est ni un exercice de pure abstraction académique, ni une incitation à grossier les rangs des commentateurs à chaud des révoltes en cours dans le pays, ces commentateurs qui vont le faire, en tout cas beaucoup mieux que moi, puisque c'est leur métier. Alors, il s'agit, dans ce cadre ici, au contraire, d'accepter d'opérer une prise de distance. Je vous parlais tout à l'heure de prendre de la hauteur, mais vraiment ce moment de respiration, de questions de fond et d'essayer de comprendre sans entrer dans les passions, pourquoi on est là. En tout cas, vous partagez quelques réflexions. Vous partagez ces quelques réflexions et puis je vous disais d'accepter une opération de prise de distance nécessaire. Pourquoi? Pour mieux réfléchir à la complexité d'une question qui est celle de l'État
comme sujet à la fois à forte charge historique, juridique, et on l'a encore vu aujourd'hui, socio-anthropologique et symbolique. Et l'État, dans ces contextes post-coloniaux comme à Madagascar, il faut le dire, n'est pas un objet neutre. Il est une forme d'organisation de vie collective où se gravent nos mémoires et nos fractures, mais aussi une sphère où se négocient nos droits et nos devoirs et où se décident des arbitrages qui engagent l'ensemble de la société dans une sorte de, si vous voulez, contrat de coexistence pour le long terme. Alors, donc par État, je vais entendre cet ensemble, c'est la combinaison d'institutions, de règles, voire d'imaginaires qui rendent possible la coordination à grande échelle. On aura l'occasion d'y revenir certainement dans les débats. Mais donc, ce que nos traductions rappellent comme, si vous voulez, de manière assez... alors, est-ce que le mot c'est simple? Mais en tout cas, se dire, moi, c'est l'art d'habiter ensemble. Alors, avant de continuer, je vais déjà clarifier la position depuis laquelle je parle, puisqu'il s'agit d'une conférence internationale. Je vois des collègues de partout, donc je vous remercie d'être présents. Donc, la position depuis laquelle je parle à ce moment critique, donc, que traverse Madagascar. Je m'exprime depuis Antananarivo, la capitale de Madagascar, comme juriste et chercheur engagé, qui observe avec attention, lucidité, mais sans concession, les transformations sociétales et politiques malagasy. Ma position, c'est également celle d'une praticienne de la mise en dialogue pragmatique des dissensus et des questions souvent reléguées en marge, en dépit de leur centralité dans la vie collective. Et c'est ce que nous, on fait à la Fondation dans l'océan Indien. On aura également l'occasion d'en parler. J'aborde également, autre position que je souhaiterais clarifier, j'aborde également la question de l'État à Madagascar à l'occasion de cette conférence, comme une analyste du droit, soucieuse de distinguer les principes et la légalité des textes, d'une part, et les preuves de la légitimation concrète des dispositifs de régulation tels que vécus par les citoyens. Et on a vu qu'elle a été largement mise à l'épreuve ces dernières semaines. Alors, mon propos n'est absolument pas militant. Il n'est pas totalement neutre non plus. Il est situé, si vous voulez, dans une interstice dans laquelle j'assume pleinement une forme de devoir de lucidité, de nuance et d'exigence liée à ma fonction, d'exigence à penser les réalités de mon pays sans passion. Donc, je vais vous proposer ici une approche simple. Plutôt que de chercher un modèle d'État à importer, puisque souvent on nous dit quel modèle pour l'État, quel modèle pour Madagascar. Je m'efforce, en tout cas je vais m'efforcer, de lire les traits caractéristiques et les trajectoires du format qui existe. Alors, une trajectoire n'est pas un moulin, c'est un mouvement. C'est un mouvement, un héritage qui persiste, des formes qui s'ajustent, des bifurcations qui s'ouvrent ou alors se referment. Cette approche va permettre d'éviter justement deux impasses. Première impasse, l'illusion d'un passage obligé de type clé en main. Qu'on se dise, voilà tel modèle est pour Madagascar, tel modèle d'État, et donc, justement, ce n'est pas l'idée, mais à l'inverse, le relativisme qui va justifier tout au long du contexte et des réalités locales. Donc, entre les deux, entre d'une part, donc, l'illusion d'un modèle de type universel, vous voyez, clé en main, un modèle, on se dit, OK, voilà, tel modèle. Mais de l'autre côté, une espèce de relativisme ou le relativisme qui va justifier un peu tout et n'importe quoi, si vous voulez. Eh bien, entre les deux, il y a ce qu'on peut qualifier d'un sur-mesure institutionnel, un sur-mesure qui serait enraciné, ouvert et responsable.
Donc, 3 thèses vont guider cette intervention. Première thèse, l'État, en tout cas malgache, est stratifié. Il combine des sédiments de souveraineté royale, des traces plus ou moins consolidées de dispositifs coloniaux et des reconfigurations républicaines et post-révolutionnaires internes. Cette stratification, on le voit, va produire 2 effets majeurs. D'une part, une verticalité particulièrement forte des liens entre gouvernants donc, qui vont parler d'en haut et les gouvernés. Donc verticalité d'une part, et d'autre part, une extériorité du droit. Une extériorité du droit qui va altérer significativement sa légitimité et compromettre son ancrage. Alors, avec donc des normes perçues comme peu habitables où finalement la population a du mal à se reconnaître. Alors, je rappelle qu'on est quand même plus de 30 millions à Madagascar. Donc, première thèse, la thèse de la stratification avec les 2 effets, la verticalité et l'extériorité. Et puis, deuxième thèse, le nœud du présent. Le nœud du présent qui est, lui, juridique. On l'a vu, encore une fois, la crise quasi permanente que traverse Madagascar, avec des séquences d'aggravation et niveaux de conflictualité plus ou moins forts, selon les moments, n'est pas seulement économique, sociopolitique ou bureaucratique. Elle est plus profonde, elle est plus profondément une crise systémique, une crise du rapport au droit. Et c'est lié à ce que je disais précédemment, le droit, où le droit finalement moderne et le droit coutumier coexistent, presque dans une tentation permanente d'ignorance mutuelle. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, mais on a quand même, on verra dans quelques exemples tout au long de cette soirée. Donc, dans le premier cas, le droit positif, le droit dur, comme diraient les juristes de droit public. Donc, concernant le droit, nous produisons, et ça, il faut le dire, beaucoup de textes. Beaucoup de textes, avec assez peu d'effectivité pour certains. Nous confondons, en fait, l'égalité, donc la conformité formelle, la démocratie formelle, et légitimité, l'acceptation sociale. Donc, or, dans une démocratie, le droit n'est pas seulement un code. C'est un langage commun qui doit être compris, traduit, discuté, appliqué par la majorité. Donc, par droit, je l'ai dit, j'entends le système normatif effectif des textes, des procédures, des codifications, des traductions, des pratiques, des voies de recours, bref, le droit positif. Donc, finalement, un droit qui n'est pas appliqué n'est rien d'autre qu'un discours, et un droit qui n'est pas compris est tout simplement un fardeau. Dans le second cas, le cas du droit coutumier, eh bien, il assure dans de nombreux territoires une fonction de régulation. La proximité des acteurs, la sérénité des médiations, une forte acceptabilité sociale. Mais attention, il porte aussi des limites. Il porte aussi des limites, le risque de reconduire des rapports de pouvoir inégalitaires, par exemple le genre, l'âge, le statut, l'absence de garantie procédurale, l'hétérogénéité des pratiques et la difficulté d'articulation avec les normes nationales et internationales, notamment en matière de droits fondamentaux. Alors attention, l'enjeu ici n'est pas non plus d'idéifier la coutume, de le romantiser, ni de la disqualifier, mais plutôt de la reconnaître comme ressource et de l'encadrer. Et troisième thèse, donc, après la stratification de l'État,
la question juridique, eh bien, considérer les sorties de crise, pardon, pas considérer, mais plutôt l'exigence, voilà, l'exigence d'une boussole du vivant pour les sorties de crise. Alors, il ne s'agit pas du tout de verdir le discours, hein, mais plutôt de reconnaître que l'État de demain devra relier institutions et sociétés, donc à l'écoute, coproduction de normes, reddition des comptes, relier humains et liens au milieu de facilitation de la vie, les écosystèmes, les différents écosystèmes, donc court terme des urgences, et relier, pardon, court terme des urgences et long terme des générations, et long terme des générations futures. Alors pourquoi poser ce cadre maintenant? Eh bien parce que le temps, pardon, éclaire l'actualité, le temps long, pardon, éclaire l'actualité autrement. Les tensions que nous vivons aujourd'hui ne surgissent pas ex nihilo, ils ne viennent pas de nulle part. Elles prolongent des continuités, la centralisation, l'inflation normative, les inégalités. Donc elles prolongent des continuités, mais également des discontinuités, les nouvelles attentes citoyennes, le poids démographique de la jeunesse, l'accentuation des désespoirs, il faut le dire, et les pressions sur les milieux. Donc, à défaut de les lire dans leur profondeur, nous risquons de répéter des scénarios connus. Reproduction à court terme, fragmentation à long terme, conflictualité sans issue. Et ça, nous le savons pertinemment, ces scénarios que nous connaissons, j'ai pas envie de dire par cœur, mais en tout cas des schémas qui se répètent au gré des décennies. Cette introduction appelle aussi, pour finir sur l'introduction, à une éthique de la discussion. Je parlerai peut-être parfois avec gravité, mais sans colère. La colère a certes sa place, hein, elle alerte, on l'a vu, dans des moments aussi critiques que ceux marqués par la crise, mais la responsabilité convoque aussi d'autres registres. L'exigence d'un propos nourri par la preuve, l'argumentation, le sens critique, la traduction, la capacité d'entendre aussi ce qui dérange, la mise en débat de sujets aussi souvent repoussés en marge, y compris les tabous, ce qu'on appelle les fades, lorsque cela est nécessaire. Et d'ailleurs, l'expérience des dispositifs de dialogue, et je vous en parlerai davantage certainement après la conférence, eh bien, l'expérience des dispositifs de dialogue menés récemment par la Fondation de l'innovation pour la démocratie dans l'océan Indien, et en particulier à Antirana dans l'extrême nord de Madagascar, montre qu'avec des règles claires, des langages accessibles, des attentes explicites, des acteurs aux positions et intérêts a priori très éloignés peuvent accepter l'épreuve, hein, puisque c'est une épreuve, l'épreuve du débat critique, y compris en public. Donc écouter, répondre, s'expliquer, amender, s'ajuster. Enfin, pour annoncer le chemin que nous allons suivre, pour que l'écoute soit orientée, nous allons procéder en 4 séquences. D'une part, l'héritage, comprendre ce que l'histoire a fait à l'État. Donc, on parlait tout à l'heure de stratification, verticalité, extériorité. Dans un deuxième temps, le présent, nommer les paradoxes et montrer pourquoi la confiance, finalement, est le plafond de verre du développement, la question de la confiance, et ça, on l'a vu et on l'a expérimenté ces dernières semaines. Ensuite, troisième point de notre cheminement, la bascule juridique. Faire du droit une langue vivante, penser la traduction, encadrer l'extractivisme, ça, on y reviendra également. Et enfin, quatrième point, boussole et trajectoire, et voir l'état du vivant, hein, comme horizon opérationnel. Une méthode pour passer du principe à l'action. Donc, finalement, le présent, on ne peut le comprendre, il n'est intelligible, compréhensible qu'à la lumière de ce qui persiste. Donc, entrons donc dans la première étape, ce que l'histoire a fait à l'État,
et comment ces sédiments structurent encore nos manières de gouverner et d'être gouvernés. Donc, premier point, l'héritage, ce que l'histoire a fait à l'État. Alors, je l'ai dit, l'État malgache est un empilement de strates qui ne se juxtaposent pas simplement. Elles s'interpénètrent et produisent si vous voulez, ce que moi j'appelle des réflexes institutionnels encore actifs aujourd'hui. L'empreinte des souverainetés royales, déjà, dans un premier temps, avec un imaginaire de centralité, une ritualisation, si vous voulez, de l'autorité souvent rigidifiée, une hiérarchie qui fabrique de la distance entre le centre et les marges, ou du moins ce qui est fabriqué ou considéré comme tel. Ensuite, la grève coloniale, après l'empreinte des souverainetés royales, la grève coloniale, un appareil administratif et juridique conçu ailleurs pour d'autres finalités, qui a durablement installé l'idée d'un droit extérieur au vécu social. Et enfin, les républiques successives, des cycles d'affirmation de souveraineté et de retissage plus ou moins glorieux d'une identité nationale, de recentralisation et de réformes quasiment imposées, dans une tension constante entre volonté d'autonomie et dépendance structurelle. Et donc, je le disais, deux effets vont dominer, la verticalité et l'extériorité. La verticalité, c'est cette manière de gouverner d'en haut, sans marge de remise en question, où le regard du centre peine à percevoir les particularités des textures sociales du pays. L'extériorité, d'autre part, c'est la sensation largement partagée, du moins, que la loi vient d'ailleurs et finalement la conduite des destins, si on peut le dire comme ça, est hors de contrôle des principaux concernés. Non pas parce que cette loi serait forcément étrangère, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais parce qu'elle n'a pas été traduite, discutée, appropriée, voilà, par ses destinataires. Or, figurez-vous que notre histoire intellectuelle montre pourtant l'inverse. De grands historiens de l'histoire du pays, de Raoumban, à nos auteurs contemporains, la mémoire peut être écrite pour devenir active, critique, et l'oralité peut nourrir la mémoire, la norme, pardon, écrite sans l'affaiblir. Cela signifie qu'un État n'est pas condamné à contrarier la pluralité des registres normatifs, mais plutôt il peut en devenir la grammaire à condition de se laisser travailler par elle. Donc, ces héritages expliquent, en tout cas à mon sens, et en partie, un paradoxe. L'État demeure la référence symbolique du commun, mais il peine à habiter la société. On se tourne vers lui pour l'arbitrage et la protection, tout en s'en détournant lorsqu'il s'agit d'y trouver, une loi claire, accessible, équitablement appliquée. Et c'est cette tension, si vous voulez, qui rend nos crises récurrentes. On appelle l'État au secours, puis on le juge lointain ou partiel. Comprendre ce passé, évidemment, c'est pas s'y enfermer. C'est nommer ce qui persiste pour mieux le déplacer. Après, c'est une explication. Enfin, en tout cas, c'est une approche que je vous propose ce soir. Et ces héritages ne sont pas des souvenirs. Ils pèsent sur nos gestes présents. Et donc, voyons maintenant comment ils se traduisent dans les paradoxes du temps actuel. Donc, deuxième temps de notre soirée, le présent, paradoxe et déséquilibre. Alors, je vais commencer, par ce que je qualifierais presque de banalité quand on écoute des conférences sur Madagascar. Notre pays cumule des atouts objectifs, on le sait, biodiversité exceptionnelle, ressources naturelles diverses, position stratégique dans l'océan Indien, socle démographique jeune. Et puis, d'autre côté, des fragilités persistantes. Pauvreté tenace, inégalité sociale et territoriale, défiance envers les institutions, cycle de crise, clivage fort, défiance entre gouvernants et gouvernés,
Je ne vous apprends rien. Alors, je vous épargne évidemment ces chiffres qui sont disponibles, en tout cas auprès des indicateurs d'organisations internationales. Donc, on peut quand même afficher des progrès sectoriels, taux de croissance économique. Pourtant, la confiance demeure le plafond de verre de toute politique et action publique. Car le développement, en tout cas à mon sens, n'est pas seulement une affaire d'ingénierie, il est politique et social. Sans reconnaissance partagée des règles du jeu, sans sentiment d'équité procédurale, de justice sociale, eh bien, les chiffres ne consolident tout simplement pas cette adhésion. Et ce plafond de verre se manifeste principalement il se manifeste de diverses manières. D'abord, une fatigue normative, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de textes, peu de lisibilité. Beaucoup de promesses et d'annonces, peu d'effectivité. Ensuite, une géographie de la distance entre la capitale et les littoraux. Les périphéries rurales, littorales, périphéries urbaines se vivent comme éloignées des décisions et on le ressent encore ces derniers jours. Et enfin, une émotion publique qui circule vite, légitimement, mais que certains de nos gouvernants peinent à accueillir autrement que par des attitudes réactionnaires au nom de maintien de l'ordre à tout prix. Donc, érigé d'ailleurs en doctrine presque prioritaire. Pourtant, une part considérable de la société dans les ruralités tient par des pratiques coutumières, discrètes parfois, dans ce que certains appellent fiavanen, ou alors les médiations communautaires. Alors quand je dis fiavanen, ce n'est pas le fiavanen instrumentalisé, bien évidemment, mais également les médiations communautaires, les solidarités quotidiennes. Eh bien, elles produisent, expérimentent au quotidien ce que j'appelle une démocratie ordinaire, une démocratie quotidienne, du quotidien. Et mettre en lumière cette forme de coexistence n'est pas, attention, c'est absolument pas une éloge à une absence de conflit. En tout cas, une absence supposée de conflit. Mais une nécessité de souligner la capacité de nombreux ruraux à régler les désaccords à bas bruit et dans un esprit de fraternité indispensable pour une meilleure coexistence dans le temps long. Avec évidemment les limites dont je vous parlais en introduction. Alors, un exemple, lorsque nous avons mis en place les voies du vivant dans le cadre d'un des programmes de la Fondation de l'innovation pour la démocratie dans l'océan Indien, et au cours de la de la troisième édition, après Antananarivo et Dakar, au cours de la troisième édition de ce programme, mes premières à Diego, le 24 septembre 2025, donc la veille de l'éclatement des révoltes à Madagascar, eh bien, nous avons pu observer comment un dialogue qui est bien cadré peut contribuer à pacifier les relations autour d'un sujet de société à fort risque de conflictualité, sujet par ailleurs considéré comme très sensible et tabou. Et il s'agissait du CAT. Des citoyens et citoyennes, des jeunes, des chercheurs, des responsables, des décideurs publics, eh bien, ont accepté l'épreuve du commun. Ils ont écouté, répondu, argumenté. Et c'est une méthode où on pense le politique comme une relation plutôt que comme une arène de confrontation. Et ça a très bien marché. Ce n'était que la première édition, mais on en aura d'autres d'ailleurs. Si vous souhaitez, cette première édition a été retransmise en ligne sur la chaîne YouTube de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Et chaque acteur a joué le jeu du dialogue. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure si vous le voulez bien. Et donc ce présent nous oblige
Si la confiance, donc, c'est le plafond de verre, le droit va être considéré comme le plancher porteur. Sans droit habitable, l'État ne peut pas reconquérir la crédibilité. Et sans crédibilité, la puissance publique se replie dans l'urgence, voire même l'improvisation. Donc le cœur du problème, en tout cas pour une chercheure en droit public et juridique, l'idée donc c'est de faire du droit non pas seulement un code, mais comme je vous l'ai dit, une langue vivante. Donc, troisième étape de cette soirée, la bascule juridique. Faire du droit, une langue vivante. Alors, un État fort n'est pas un synonyme d'autoritarisme. Ce n'est pas non plus un État qui va multiplier les lois, mais celui dont les lois proposées, formulées avec juste mesure, vivent. C'est-à-dire des lois comprises, acceptées, appliquées, contestables par des voies de recours réelles. Aujourd'hui, je le dis dans l'introduction, nous confondons trop souvent l'égalité, c'est-à-dire la conformité formelle, et légitimité, l'acceptation sociale. Nous votons et promulguons trop vite, mais nous n'accompagnons pas assez le processus de formulation et de mise en œuvre de ces lois. Nous annonçons, mais nous évaluons peu. Nous sanctionnons souvent plus aisément les plus faibles et surprotégeons parfois les plus privilégiés et nous réparons insuffisamment. D'où finalement un droit qui oppresse davantage qu'il ne protège, du moins la majorité. Donc je vous propose 3 chantiers plutôt accessibles dans l'approche, mais tout de même exigeants dans l'exécution, qui peuvent humblement, substantiellement, contribuer à refonder, du moins, je parle du rapport au droit. Déjà, et là je pense que je ne vous apprends rien non plus, il s'agit de désenfler et de clarifier. Mieux vaut moins de lois lisibles que beaucoup de lois opaques. Et la clarté n'est pas une option esthétique, hein, je dirais même, c'est une éthique démocratique. Une règle qui se lit, s'expose, s'assume, se discute, finalement, elle devient commune et elle est appropriée par tous. Deuxième chantier, contextualiser sans relativiser. Alors, le pays dispose de ressources coutumières, parfois peu explorées et valorisées dans les sphères décisionnelles, processus de médiation, principes de réparation, équilibres locaux, qui peuvent enrichir le droit formel. Alors, attention, il ne s'agit absolument pas de sacraliser la coutume, loin de là, mais de s'en inspirer lorsque c'est nécessaire et d'en extraire ce qui va permettre la co-appartenance. En fait, l'idée, c'est que la loi écrite reconnaisse et organise plutôt qu'elle n'ignore et finalement disqualifie. Et troisième point, rendre effectif. Toute norme doit être adossée à des moyens, à des instances d'application, à des voies de recours effectives. Et l'effectivité, c'est tout simplement l'appellation juridique, enfin en tout cas selon moi, de la confiance. Si la règle protège, explique, répare, elle légitime tout simplement l'État. Par légitimité, j'entends bien évidemment l'acceptation sociale des décisions publiques. Et ça se construit, ça ne se fait pas du jour au lendemain par une loi qu'on adopte. Donc elle se construit par la clarté, la participation, la prévisibilité des règles, la réciprocité des obligations. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du droit une langue vivante. Ça implique aussi de le traduire dans les différents dialectes, qu'il y ait des supports accessibles, une pédagogie publique, des radios, que ça passe par les radios communautaires, médiation citoyenne. Gouverner, c'est traduire. Décider, c'est expliquer. Sanctionner, c'est réparer de manière juste, tout simplement. Et l'expérience de terrain nous l'a appris. Une norme, une approche, une méthode expliquée
dans la langue du lieu, relié à la vie des gens qui y vivent, s'applique mieux, non pas par crainte, mais bien par adhésion. Enfin, il faut affronter une question assez décisive, l'économie du prélèvement ou alors l'extractivisme. Je tenais à en parler dans un paragraphe au moins. Cet extractivisme, par extractivisme, pardon, j'entends bien toute logique économique qui va prélever des ressources minières, forestières, halieutiques, foncières, qui va prélever bien des ressources plus vite qu'elles ne régénèrent les milieux et les formes de vie favorables aux communautés. Attention, ce terme n'est pas synonyme non plus d'exploitation interdite, mais elle signale l'exigence d'un encadrement juridique robuste, transparent et redistributif, fortement lié à ce qui a été précédemment dit sur la lisibilité, l'accessibilité des textes. Et donc, lorsque l'extraction précède le droit, eh bien, l'injustice s'installe. Lorsque le droit précède et encadre, eh bien, l'économie peut devenir un levier, enfin, est-ce que le mot c'est développement, ou alors plutôt de prospérité, bénéfices locaux tangibles, fonds de régénération, voies de recours claires. C'est faire du développement finalement une autre forme de justice. Et enfin, dernier point, pour tenir ces exigences, il faut une boussole. Et cette boussole, je la nomme l'état du vivant, un état qui relie et qui rend possible. Alors, j'appelle état du vivant un état qui s'emploie à soigner, à relier, je l'ai dit en introduction, relier institutions et sociétés, relier humains et milieux, relier court terme et long terme, l'urgence du présent et le droit des générations futures. C'est une boussole relationnelle, hein, si vous voulez. Elle ne promet absolument pas de miracle, mais elle change plutôt notre posture et notre manière d'agir. Donc, un État, si vous voulez, qui cesse d'opposer administration, société, environnement, et qui conçoit l'action publique comme un processus. Diagnostic, concertation, décision, application, évaluation, correction. Donc, processus. Et ici, donc, finalement, le dialogue n'est pas un mot creux, parce qu'on entend beaucoup dialogue, concertation, et le dialogue n'est pas un mot creux. C'est un dispositif. C'est un dispositif, des formats, des temps, des acteurs, des règles. Et il faut des indicateurs de confiance. Accès au droit, lisibilité des décisions, participation effective, des indicateurs, de confiance. Alors, aujourd'hui, trois trajectoires peuvent se dessiner. Alors, je ne dis pas que ce sont les seules, c'est ce que moi, sur lesquelles j'ai pu réfléchir. Alors, une première trajectoire ou une trajectoire de reproduction, tout simplement, hein, on refait ce qui a été déjà fait. On continue comme avant, même recette, en espérant que le résultat va changer ou pas. Centralisation, inflation normative, application intermittente et sélective. On stabilise à court terme et finalement on fragilise à moyen terme. Deuxième trajectoire, la fragmentation. La perte de légitimité, en fait, va nourrir des replis territoriaux et des gouvernances parallèles. Et la cohésion va se déliter et les inégalités, eh bien, elles s'accroissent. Et enfin, troisième trajectoire, la réinvention, l'innovation. Eh bien, un État traducteur, un droit habitable, un cap vivant, si vous voulez, des politiques qui sont coproduites avec la société. Et je dirais que c'est la stratégie, plutôt la trajectoire la plus exigeante, mais c'est la seule qui traite la confiance comme une sorte de ressource stratégique et transforme finalement le conflit en négociation. Et donc, il faudra évidemment passer du principe à l'action. Avant, quoi faire? Diagnostic, débat contradictoire, livre blanc sectoriel, délibération concertée. Pendant,
eh bien, participation, exposition d'impact social environnemental, etc. Et puis après, voie de recours réelle, clinique du droit. Alors, clinique du droit, c'était notamment un projet qu'on avait avec quelques collègues qu'on ne désespère pas de mettre en œuvre, hein. Mais les cliniques du droit dans les universités ou alors les collectivités, les audiences publiques périodiques des autorités d'application. Alors, cette proposition, elle n'est pas que théorique. Elle semble théorique, et je vais finir là-dessus. Dans les voies du vivant, donc ce programme de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, eh bien, nous en avons éprouvé les ressorts dans un secteur en particulier, dans une région en particulier. Et donc, c'était dans le cadre de l'environnement, de la gouvernance des ressources naturelles. Dans la région Diana, on était à Diego Suarez. Et ce programme s'est construit pendant des mois et des mois. Donc, quand les conditions eh bien, sont réunies, on avait différents acteurs qui ont accepté de parler d'un sujet tabou. Certains gouvernants sont venus parce qu'ils étaient intrigués par le sujet, le CAT, qui est quand même un phénomène de société, mais dont on ne parle pas. Et donc, quand les conditions sont réunies, eh bien, même les acteurs les plus éloignés acceptent cette épreuve, comme je le disais. Eh bien, ça ne veut pas dire que la conflictualité, elle ne disparaît pas. Mais par contre, elle se transforme. On passe du face-à-face à la négociation, de la méfiance à une contrainte de vérité. On ne promet plus sans expliquer et sans avoir assidûment écouté, on ne décide plus sans répondre. Et le dialogue, dans ces conditions, va devenir une sphère de bienveillance, de mise en commun et de rencontres d'idées suivies de délibérations collectives. Alors, c'était la première étape du programme qui va se poursuivre, en tout cas, je l'espère, et les collègues sur place également. On y travaille les prochains mois. Donc finalement, mettre l'État en question n'est pas l'attaquer et ne constitue pas une remise en cause de son existence. Alors loin de là, c'est plutôt le ramener à sa fonction, c'est-à-dire rendre possible la vie commune. Et si nous choisissons cette trajectoire, un droit habitable, un droit habitable, un état du vivant, un état traducteur, une attention au vivant finalement, eh bien, alors la puissance publique redeviendra une force qui protège et assure l'expression des possibles pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Radiane Radilfe, pour cette excellente présentation. Comme nous avons vu, hein, l'analyse mêle à la fois une approche juridique et scientifique de rigueur, mais qui est harmonisée hein, par une littérature qui nous fait imager donc, les propos. Pour ne pas, sans vouloir revenir aux propos, mais pour faire une petite synthèse, d'après ce que nous avons donc entendu, hein, l'approche hein, de Madame Radiane Radilfe combine donc à la fois une approche théorique, méthodique, mais aussi des faits de terrain, et faisant donc ces approches et ces thèses compatibles avec la réalité locale. Et cette réalité locale qui est quand même parmi hein, les chevaux de bataille, hein, je pense, de la Fondation. Ainsi donc, elle résume l'ensemble de cette présentation à travers l'héritage, hein, ce que l'histoire a fait l'État. Ensuite, la question du présent, en évoquant le paradoxe et déséquilibre, et question de bascule juridique, hein, pour faire le droit du droit une langue vivante. Et enfin, elle ne propose pas ça comme étant une solution, mais plutôt une boussole et trajectoire vers un état vivant. Et cette partie qui, moi, personnellement, hein, m'a tiqué, vu que là, donc, on peut voir à quel point
des approches, approches universitaires, intellectuelles, peuvent être vraiment applicables et peuvent être vraiment aller dans le contexte vraiment de la réalité locale, parce que souvent, là, on a toujours tendance à faire de la théorie, des théories et s'enfermer dans notre bulle, mais là, donc, on a ce lien entre les théories, les questions intellectuelles et la réalité locale. Sans vouloir monopoliser la parole, dans l'assistance, si vous avez des questions, des remarques, et si contribuer dans la discussion, nous allons donc basculer dans la partie échange. Et donc, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole. Et entre-temps, on en discute aussi avec Madame Latilfé. Merci. Oui, nous avons là Élise Cuny. À vous la parole. Oui, on ne vous entend pas? Madame Élise, vous êtes autorisée à ouvrir votre micro. Il est juste près de la caméra. Votre micro se trouve juste là-haut, près de la caméra. Sinon, éventuellement, si vous pouvez écrire la question, si ça ne fonctionne pas, Oui. le temps que Guy règle ce souci technique, s'il y a une difficulté. Entre-temps, c'est quand même quelque chose de retracer à la fois avec cette analyse juridique, mais qui retrace l'histoire sans tomber dans l'événementiel. Ça, pour moi, pour votre présentation, ça m'a beaucoup impressionné. Et finalement, n'est-il pas aussi question de civilité et de citoyenneté dans ce que vous avez développé, dans cette question de paradoxe et déséquilibre, et aussi de cette question de verticalité, donc dans votre première explication? Alors, merci Alex. Je pense qu'on va se tutoyer. Ce sera beaucoup Oui, plus, beaucoup plus fluide, on va dire, dans nos échanges. Donc, ta question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que ce n'est pas une question de civilité et de citoyenneté? Parce que je parlais de... Alors, juste pour être certaine que j'ai bien compris ta question, comme je parlais du haut vers le bas, et j'imagine que toi, tu parlais du bas vers le haut, n'est-ce pas? Enfin, dans le sens inverse. Alors, moi, enfin, si j'ai bien compris, alors quand l'État reste, je dirais, vertical, je pense que la civilité s'épuise et finalement la citoyenneté se replie sur elle-même, hein. Euh, et puis, à mon avis, on ne décrète pas la civilité d'en haut. Elle se fabrique par un droit qui est habitable, comme je disais, des espaces de dialogue qui sont réglés, des institutions qui sont redevables, qui rendent compte. Et dit autrement, si l'on réduit la verticalité par, enfin, je dirais la participation, eh bien, la civilité, elle redevient tout simplement possible. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. oui, 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 oui. Là, on a la question de Élise Cuny, je le lis. Au sujet de la coproduction législative qui fait suite à un temps de réflexion et profonde adhésion à la recherche de dialogue, as-tu des exemples, même à l'échelle locale, qui reprennent les lois de telle manière? Penses-tu que cela doit commencer au niveau local, justement,
Et risque-t-il à Madagascar d'y avoir une opposition de principe par la classe politique ou l'administration en place? Voilà la question. Alors, merci beaucoup, Élise, pour ta question. Alors, au sujet de la coproduction législative, je pense que si elle est bien encadrée, parce que même la production tout court par les lois, hein, quand je dis tout court, c'est la production tout court par l'administration publique, en tout cas le droit dur, on se retrouve déjà parfois avec des conflits de loi, hein, qui sont après par des textes. Mais il existe des modèles de coproduction législative, en tout cas à Madagascar, qui sont souvent nés à l'échelle locale et qui montrent comment on peut passer d'un dialogue à des règles opposables. On en a à Madagascar, par exemple, les DIN, hein, la gestion locale des ressources. Des communautés vont élaborer des DIN, ces règles coutumières, sur la mer, forêt, terre. La commune est une autorité et les autorités ben, vont l'homologuer. La règle va devenir euh, exécutoire, si je peux le dire comme ça. Donc, ça, c'est un exemple typique hein, de coproduction, diagnostic, rédaction par la communauté, enfin, rédaction au sens large, j'entends, validation publique et puis sanctions qui sont alors proportionnées. En- en- il me semble, après je peux me tromper, hein, d'autres collègues peuvent intervenir dans le chat, mais en tout cas, en droit de l'environnement, ça a été expérimenté. Dans d'autres pays aussi, il me semble, au Sénégal, avec la cogestion des pêches. Alors c'était où? Je crois que c'était en Namibie ou en Tanzanie, avec les assemblées villageoises qui vont adopter des règlements sur l'usage des ressources et l'administration va enregistrer la force obligatoire de ces textes. Donc c'est possible. Alors je ne dis pas que euh, c'est l'idéal dans tous les secteurs, parce qu'il y a des secteurs où il y a quand même euh, l'autorité euh, l'autorité régalienne de l'État, on va dire. Mais il y a certains secteurs où je pense qu'on gagnerait davantage eh bien, enfin, de manière générale, on gagnerait davantage à rendre les textes beaucoup plus lisibles. Mais il y a des secteurs, par exemple, la question environnementale, où on a déjà des pratiques locales, on apprend beaucoup de ces pratiques locales davantage qu'avec un texte qui va venir, un texte qui va venir sanctionner, et surtout un texte qui ne parlera que très peu, pardon, eh bien, à ces communautés. Mais il y a toujours des risques, hein, comme je l'ai dit. Alors, opposition de pratique, je dirais plutôt de conflit. Et puis, en cas de risque de conflit, eh bien, ce sera au juge de décider, ou alors en fonction même de ce qui est prévu par les textes, le juge en discussion avec les autorités locales. Enfin, j'ai presque envie de dire, alors tout est possible, tout n'est pas possible, bien évidemment. Il faut que ce soit encadré, mais en tout cas, ça existe. Merci beaucoup pour ta question. Oui. D'autres questions dans l'assistance? Oui, il y a quelqu'un qui a levé le main, c'est Sébastien Rakutwarzon. À vous la parole. Est-ce que ça fonctionne? Bah, je pense que normalement, si, parce qu'ils sont autorisés à ouvrir le micro. Le micro, il est juste près de la caméra, monsieur Sébastien, allez-y. Tu es sûr, au cas où ça revient comme la... Oui, je sais pas. Je ne suis pas technicienne, donc je ne maîtrise pas du tout. Vous pouvez désactiver votre micro, monsieur Sébastien?
C'est juste en haut. C'est autorisé en tout cas, c'est autorisé. Excuse-moi, Guy. Ça dit, alors j'ai fait des tests à côté, enfin sur l'ordinateur à côté, et ça dit que seules les personnes sélectionnées peuvent participer, enfin peuvent allumer leur micro. Oui, c'est normal. C'est juste que avant d'intervenir, je leur donne l'autorisation d'ouvrir le micro. Et donc là, M. Sébastien, normalement, il a l'autorisation d'ouvrir son micro. Ok, bon, ça marche pas. Sinon, Euh, essayez, peut- écrivez votre peut-être question. ouais, Pardon. peut-être passer par le chat, c'est un Oui, souci général. Mais peut-être avant qu'il ne pose la question, moi j'avais une petite question, si je peux me permettre. je t'en La question, prie. c'est de savoir, elle est toute simple, je pense que avec les auteurs du contrat, les réflexions sur l'État ont été largement Pardon? débattues. Avec les philosophes du contrat, les questions de l'État ont été largement débattues. Moi, la question Oui. peut-être que je veux poser en lien avec ça, c'était de savoir en vérité comment l'État peut nous protéger sans devenir une menace pour nous-mêmes. Je ne sais pas si tu vois un peu la question que je pose, parce que là, la réflexion a été faite sur le critique angle de l'État, des résistances, des révoltes, etc. Donc, la question que moi je me pose peut-être, c'est de savoir comment l'État peut nous protéger ou doit nous protéger sans devenir une menace pour nous-mêmes en tant que citoyens. Est-ce que tu as des pistes de réflexion sur ça? Euh, c'est une question, je dirais, presque philosophique même. Comment est-ce qu'il peut nous protéger sans nous menacer et finalement sans éroder la légitimité qui fonde son existence? C'est la question de la confiance dont je parlais tout à l'heure. Et c'est intéressant ta question parce que elle vient aussi d'un paradoxe fondateur de l'État où l'État est né du besoin de protection. Protection contre quoi? La violence, l'arbitraire, la faim, la peur. Et donc pour protéger, il doit détenir une part de pouvoir, hein, ce que certains auteurs parlent de monopole de la contrainte organisée. Euh, et puis, pardon, je regardais le chat. Et cette contrainte, eh bien, si elle échappe à tout contrôle, elle peut devenir une menace. Et un État qui protège sans menacer, c'est un État qui va protéger devant le droit, la société. Et donc, pour protéger cet État qui va disposer des moyens de contrainte, eh bien, il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous. La puissance publique, elle ne doit pas agir par humeur, mais dans un cadre clair, prévisible, contrôlable. La question de la transparence et la participation aussi. Informer, justifier, dialoguer avant de décider. Et l'éthique du temps long. Euh, un État qui sacrifie la liberté au nom de la sécurité, eh bien, elle sape tout simplement lentement la confiance qui va fonder sa propre stabilité. Alors ça, c'est la réponse, si tu veux, euh, que je qualifierais de presque euh, philosophique, entre philosophie et droit. Si je ne devais parler que du droit, de ma posture de juriste, ça veut dire qu'il faudrait déjà renforcer les contre-pouvoirs, pas pour affaiblir l'État, parce que l'objectif, ce n'est pas d'affaiblir l'État, parce qu'on ne gagnerait pas à affaiblir l'État, mais pour l'empêcher de se perdre dans sa propre force. À travers quoi? À travers la presse, le droit, les juridictions, pourquoi pas la société civile également. Mais que ce soit les chercheurs, que ce soit les chercheurs, les juridictions, la presse, etc., ben, c'est la même problématique. Il ne faut pas tomber. Il ne faut pas, eh bien, tomber. Pardon, je ne vais pas regarder le chat pendant que j'interviens. Mais en tout cas, il ne faut pas
il ne faut pas tomber presque dans l'excès, j'ai envie de dire. Alors, d'autre part, rendre le droit lisible et habitable. Encore une fois, une loi incomprise ou inapplicable devient source d'arbitraire. Et puis, elle peut devenir un instrument, une sorte d'instrument du pouvoir, un instrument, même voire instrument d'oppression. Donc là, le droit peut être instrument de protection comme instrument d'oppression, d'où la nécessité de contre-pouvoir. Euh, voilà. Et dernier point peut-être, en tout cas de l'expérience que moi, en tout cas des lectures que je fais, de l'expérience que j'ai pu avoir, protéger sans menacer, c'est aussi accepter d'être soi-même vulnérable à la critique. Il faut accepter la critique. Un État qui ne supporte pas la critique n'est plus un État fort, c'est un État fragile qui se barricade finalement derrière sa force. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Guy. Euh, Ok. euh, Là, nous avons le chat de Monsieur Sébastien Lacoto-Arzon. Je pense que je vais le lire. Ma question concerne le décalage entre le droit positif et le droit coutumier, étant donné que la société malgache est une société de l'oralité et qu'en droit positif, l'écrit prime surtout, arrêté, loi, écrit, etc. Qu'en est-il de l'application de ces lois face à cette forme et ces structures sociales basées sur l'oralité? Je peux citer les sanctions disproportionnées par les dînes ou les litiges fonciers. Voilà. alors, sur la question de l'oralité, je pense que Alex, je ne sais pas, tu pourras peut-être nous guider un peu historiquement sur la question de l'oralité, parce que alors je ne suis pas historienne, mais je pense que si on est dans une société de l'oralité, on a quand même eu des phases où l'écrit était bien présent dans l'histoire. Alex, tu me diras si c'est bon ou pas, mais en tout cas, attends, il faut que je relise la question. Étant donné que dans les sociétés, l'écrit prime surtout. Alors, l'écrit prime surtout, qu'en est-il de l'application de ces lois face à cette forme et structure sociale basée sur l'oralité? Alors, c'était ce que je disais. Alors, c'est une très bonne question. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faudrait repenser ce droit, hein, encore une fois, pour qu'il soit lisible. Alors, lisible, ça ne veut pas dire euh, forcément tout écrit, ou alors traduire ce qui est écrit en oral. Je ne sais pas si je peux l'exprimer ainsi. Mais en tout cas, c'est un bon point que vous dites. C'est que oui, il y a un décalage profond et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, entre autres, hein, pas uniquement pour ça. Un droit qui est écrit, qui repose sur la formalité, la hiérarchie, la traçabilité, et puis de l'autre côté, cette société de l'oralité qui fonctionne finalement par reconnaissance, n'est-ce pas? Mutuelle, réputation, équilibre social. Et donc, je pense que euh, l'objectif, c'est pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de choisir entre écrit et oral, mais de faire de ce droit, eh bien, une langue vivante, une langue à double ancrage, si vous voulez, double registre. L'oralité pour la légitimité, légitimation même sociale, la compréhension. L'écrit pour la traçabilité. Tant que ces deux dimensions, eh bien, sans vouloir reprendre le jargon de ces derniers jours, ne dialogueront pas, eh bien, le droit restera, je suis désolée, j'ai pas pu m'empêcher, perçu comme, c'est une autorité extérieure, en fait, si c'est écrit, et puis c'est une autorité extérieure, et la norme, juste comme une coutume, enfin la coutume comme une sorte de norme qui est, je ne sais pas si le mot c'est toléré. Mais il ne faut pas les opposer, je pense.
Enfin, en tout cas, à mon sens. Alors, je crois que j'ai vu des questions plus haut là. Il y a des questions de- d'Alexandre Chanel Funga. Peut-on parler d'un avenir incertain pour l'ordre constitutionnel issu de la dernière réforme constitutionnelle malgache? Et après, je reviendrai sur l'oralité. Oui. Alors, peut-on parler d'un avenir incertain pour l'ordre constitutionnel issu de la réforme, de la dernière réforme? Alors, j'imagine la dernière réforme. Alors, peut-on parler d'un avenir incertain? Alors, je vais peut-être vous décevoir par par ma réponse, mais euh, je ne connais pas l'avenir. Je ne lis pas l'avenir, mais en tout cas, l'expérience de ces dernières semaines montre cette déconnexion et tout ce que je disais au cours de ces derniers, enfin de la dernière, de l'heure précédente là, ce, euh, oui voilà cette déconnexion entre les gouvernants et les gouvernés, la nécessité d'une boussole du vivant de relier en fait cette politique de... Alors politique, est-ce qu'on parle de politique? Mais en tout cas, on en parle, cette approche, voilà, plutôt cette approche du soin et de la réparation, cette approche du soin et de la réparation, davantage qu'un rapport, que la volonté de mettre en place des rapports de force. L'avenir est incertain. Bon, ben, je pense que oui, je pense l'avenir est à tout le moins incertain. Ouais, oui, c'est vrai. En rebondissant un peu avant de passer à la question de la Wilson Gabriel, je rebondis un peu sur cette question de l'oralité société malgache. Je pense que avec l'oralité, il y a aussi les institutions hein, traditionnelles, coutumiers, comme par exemple le tsitka ou bien le Mm. fatja, oui, qui assurent vraiment cette relation de confiance et assurent aussi l'échange de dons contre dons. Et je pense que là aussi, même la colonisation hein, a eu beaucoup de mal à supplanter ces structures et finalement la colonisation a adapté cette structure dans son rouage. Et c'est ce qui est hérité aujourd'hui par notre République qui mélange à la fois autorité traditionnelle et autorité étatique et parfois ils s'entremêlent et même ils se court-circuitent et complémentaires aussi parfois. Donc, nous sommes vraiment à la croisée des chemins dans cette question-là. Maintenant, pour la question de la Wilson Gabriel, quel levier institutionnel, socio et culturel permettrait d'enraciner une démocratie constitutionnelle authentique où le pouvoir émane réellement de la base dans un contexte marqué par la persistance des héritages royaux, coloniaux et post-coloniaux? Ça, c'est la question de Gabriel, doctorant en sciences humaines et sociales. Alors, merci beaucoup pour la question. En fait, je pense que Alors, très compliqué, hein, je pense que ça peut faire l'objet d'une thèse, n'est-ce pas, Alex? Mais ça reprend un peu finalement ce dont on a parlé tout au long de nos échanges. Une démocratie constitutionnelle authentique, voilà, c'est cet état du vivant. C'est passer d'un état qui administre à un état qui écoute. Changer vraiment cette relation, si vous voulez, entre État, alors État, c'est vraiment l'institution même, hein, et les institutions et la société. Voilà, la société au sens large, pardon. Donc, on passait aussi d'une loi qui impose à une loi qui va convaincre, protéger, et d'un pouvoir hérité, finalement, à un pouvoir qui est, je dirais même, contracté. Alors, l'idée, c'est pas non plus de rompre totalement avec nos héritages, pas du tout. C'est plutôt de les réinterpréter, faire de ce passé, si vous voulez, non pas un fardeau, puisqu'on a tendance euh, à faire de notre passé et de notre histoire ce fardeau. Et on le ressent hein, dans toutes les réflexions qu'on a.
On parle de la colonisation, bien sûr, ça fait partie de notre histoire. Vous parliez tout à l'heure d'oralité, mais faire du passé cette matière vivante pour penser cet état moderne qui soit ancré dans nos langues, dans nos paysages et nos aspirations. Et si le pouvoir doit émaner de la base, eh bien, l'autorité doit émaner de quoi? Eh bien, du respect et non de la peur. Celui du droit, de la parole donnée, du vivant eh bien, que nous avons en commun. Oui, en tenant compte de cette question de pluralité aussi à Madagascar qui est très, très marquante. Oui, Oui. oui, je t'en Euh, prie, là, vas-y. oui, je passe à la question de Samuel Gay. Samuel Gay, étudiant en management à l'Université Senghor. Voici sa question. Vous avez parlé de vulgariser le droit pour en faire une sorte de langue vivante. Comment y arriver dans la pratique sans que finalement on n'ait pas d'abus, dans le sens où tout le monde se dirait connaisseur du droit et que ça ne crée des contestations pas forcément légitimes, puisqu'on sait que le droit est extrêmement soumise aux interprétations. Ok. Alors, peut-être un point. Alors, merci beaucoup pour cette question importante et elle rejoint peut-être, enfin certainement, j'ai l'impression, la première question. Enfin, non, c'est plutôt la question de Guy. Elle rejoint la question de Guy tout à l'heure sur un droit qui protège plutôt qu'un droit qui devient un instrument d'oppression. Et comme je le disais, le grand défi, c'est quoi? Rendre le droit accessible sans le diluer et donner la possibilité à tout un chacun de comprendre sans pour autant faire perdre du droit sa cohérence et sa rigueur. Quand on a des institutions, alors je vais donner un exemple, hein, quand on a des institutions qui va sortir un jugement qui va impacter tout le pays, tout l'avenir même du pays, il faut que chacun puisse lire ce jugement et puisse en tirer les conséquences. Alors quand je dis il faut que quelqu'un puisse les lire lisiblement, ce n'est pas appeler un juriste et dire je ne comprends pas tel terme, je ne comprends pas où est-ce qu'on veut en venir, je ne sais pas de quoi on parle, de quelle institution parle-t-on, etc., etc. Vous voyez? Quand je parle de vulgarisation, attention, je ne dis pas que tout le monde que tout le monde devient juriste. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que l'État ne devrait pas être, enfin que personne plutôt, pardon, pas l'État, mais que tout citoyen ne devrait pas être étranger au droit qui le régit. On peut même parler de pédagogie de la citoyenneté. Aujourd'hui, le droit souffre d'une espèce de monopole du langage. Alors, je parle de langage, pas seulement de langue, mais de langage dans un registre technique souvent inaccessible. Résultat, les citoyens ne comprennent pas les règles qui les gouvernent, les appliquent mal, et puis finalement s'en méfient. Et cette méfiance, elle produit l'effet inverse de ce qu'on redoute, plus d'arbitraire, plus d'abus, parce que le droit, finalement, devient l'affaire d'un petit cercle d'initiés. Et donc là, oui, forme de culture constitutionnelle ou juridique, oui, je suis totalement d'accord avec vous. Faire du droit, bien une langue vivante. Une langue vivante, alors attention, langue vivante, c'est pas une anarchie, c'est pas une forme de anarchie normative, hein, pas du tout. C'est ramener le droit dans la société pour qu'il redevienne ce qu'il aurait dû être depuis toujours en fait. Pourquoi il a été pensé un outil de justice et pas une espèce de barrière entre les citoyens. Voilà, merci. En gros, l'ensemble, vu que tu parles déjà de vulgarisation, ça repose aussi sur l'éducation finalement. L'éducation, vu que pour avoir un minimum de compréhension, quand même, il faut savoir lire et écrire et de le comprendre, comprendre la chose. Et c'est souvent les décalages qui se trouvent entre l'État lui-même
et les réalités, surtout les réalités rurales, qui sont souvent déconnectées, et vu de l'héritage historique des questions de la royauté, de la colonisation, l'accès dans les zones administratives telles que les bureaux publics sont parfois aussi des grosses barrières pour les communautés qui se trouvent surtout dans les zones rurales. Et donc, je pense que là, c'est quelque chose à adapter en fonction des régions et en fonction des coutumes et en fonction des réalités sociales à travers l'éducation. L'éducation, là, c'est un gros chantier, un gros chantier. Oui. Bah, tu as totalement raison et tu mets le doigt, on va dire, sur un des... Alors un cœur, en tout cas, le cœur de la réponse, hein, finalement, c'est la vulgarisation du droit. Elle n'a de sens que si elle s'appuie sur une éducation critique, une pensée critique aussi, important, une pensée critique et continue. Il ne s'agit pas d'une diffusion comme ça, désordonnée, hein, du savoir juridique, mais une éducation civique, au sens le plus profond du terme, hein, j'entends, comprendre les règles, en débattre, en mesurer la portée. Et quand je parle du droit comme langue vivante, euh, je parle pas, pardonne-moi le terme, hein, d'un droit de café où chacun deviendrait son propre juriste, pas du tout. Je parle d'une société, pardon, où chaque citoyen, eh bien, a reçu les clés minimales pour comprendre les grandes règles, si tu veux, qui le concernent. Voilà, l'environnement, la justice. C'est vrai, mais comme tu dis, c'est une question d'éducation, de formation, et pas d'improvisation. Et bien évidemment, ça dépend, les approches, les méthodes vont dépendre des régions. Et à la fondation, si tu veux, et là, ça va peut-être me permettre de parler un peu plus de ce que nous, on avait fait dans le cadre des voix du vivant, que tu connais, hein, il me semble que oui, que vous, on en a parlé. Euh, le cadre des voix du vivant, eh bien, l'approche est totalement différente d'une région à l'autre, puisqu'on va co-construire les programmes avec on va co-construire les programmes avec les communautés. Alors, j'entends communauté, c'est vraiment au sens large du terme, hein, avec les décideurs publics, avec les chercheurs, avec les jeunes, les citoyens, les citoyennes, les étudiants, étudiantes. Et on l'a lancé à Diego le 24 septembre, et puis, pardon, on va le lancer à Tuléar dans quelques semaines. Et l'approche est totalement différente. Alors, il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre, pas du tout. Mais comme tu l'as dit, eh bien, les réalités, elles sont différentes. Les sujets qui ont besoin d'être mis en débat, eh bien, sont différents. Donc là, je pense que la prise en compte des cultures locales, des spécificités locales, a une importance considérable dans la prise en compte, si tu veux, en tout cas dans l'adhésion, le mot c'est vraiment l'adhésion, dans l'adhésion du droit, de l'approche, des programmes, des programmes que l'on veut mener. Mais, et je le redis encore, comme je l'avais dit dans l'introduction, un modèle type clé en main, je ne pense pas que ce soit en tout cas, je ne pense pas que ce soit l'approche qui pourrait, en tout cas, fonctionner tellement la société a des dynamiques différentes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, hein, pas du tout, c'est tout simplement qu'elles sont différentes. Mhm. Oui, en attendant les autres questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever vos mains ou bien à écrire dans le chat. Mais en attendant, euh, j'aimerais bien quand même savoir votre réflexion sur le fait que là, on a une cohabitation entre le traditionnel, l'étatique, etc. Et souvent, dans les périodes d'élection, là, on a affaire à ceux qui sont représentants de l'État ou ceux qui veulent être représentants de l'État, aller chez les chefs traditionnels pour demander telle ou telle bénédiction. Et après, là, on a une sorte de relation soit entremêlée
qui s'entremêlent, quoi, qui s'entremêlent. Et comment penser ça? Et même lorsque l'État, bon, ceux qui dirigent l'État est en place, ils vont rendre hommage chez le chef traditionnel. Et donc, comment expliquer cette relation ou bien ce rapport de force ou bien ce genre de réalité socioculturelle? Alors, est-ce que je parlerai de rapport de force? Je dirais davantage que le rapport de force, je parlerai plutôt de légitimité, de légitimité qui vont cohabiter, alors sans pour autant se neutraliser, hein, mais on le retrouve en tout cas, on le voit à Madagascar et dans d'autres pays, mais on a cette légitimité, si tu veux, constitutionnelle, en tout cas étatique, sans vouloir entrer dans quelques polémiques que ce soit, mais en tout cas, la légitimité juridique issue des textes constitutionnels, de l'élection, de la loi écrite, en tout cas, la légitimité légale, si tu veux, et d'autre part, la légitimité traditionnelle, n'est-ce pas? Je pense que c'est ce dont tu parles, ce lien aux ancêtres, cette légitimité coutumière, et je pense qu'en fait, elle ne se remplace pas, hein, et tu l'as dit, ces légitimités, elles vont plus se superposer. Parfois, elles s'ignorent, hein, ou alors, mais pas toujours, mais pas, en tout cas, de l'exemple que tu me donnes, elles ne s'ignorent pas. Mais je dirais que c'est une relation plus de co-légitimation, sans forcément être une relation de tension. Et puis, aller chez les chefs traditionnels pour la bénédiction ou rendre hommage au chef de l'État, parce que les chefs traditionnels aussi viennent rendre hommage au chef de l'État, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est parfois consciemment ou non, hein. C'est comme une sorte de négociation permanente aussi, hein, entre mémoire, pouvoir. Et donc, ben, le défi, moi je dirais, c'est, sans vouloir encore faire référence à l'actualité, parce que pas du tout, hein, c'est d'inventer cette voie ou celle d'un État qui va dialoguer, reconnaître la profondeur culturelle, plus davantage que, au lieu de... Alors, reconnaître cette profondeur culturelle sans instrumentaliser, parce que, on va pas se mentir, l'idée, c'est aussi d'avoir l'adhésion, n'est-ce pas? L'adhésion Mhm. des villages, des régions, mais vraiment reconnaître la profondeur culturelle qui fonde la légitimité, pas seulement sur un prétexte d'adhésion. Et peut-être que là, on pourra vraiment mettre en place des systèmes, euh, les systèmes de cet état vivant, un état qui va lier société et institution, au-delà même de l'instrumentalisation politique ou conscient ou inconscient. Là, nous avons édition Maïlaïka qui lève la main. Vous avez la parole. Je crois que ça fonctionne pas les micros. Là, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Bonjour, merci Ah, à la parfait. Fondation pour la conférence. Vous ne me voyez pas parce que si je mets la vidéo, on ne m'entend pas. Bon, bref, Pas de donc vous me souci. verrez une autre fois. Et donc, merci pour l'initiative de cette conférence, de cette rencontre. Si vous suivez l'actualité, vous savez ce qui se passe dans les pays dits de l'AES, où on foule, par exemple, au Burkina, il y avait des décisions judiciaires, il y a des personnes, un certain nombre de personnes qui avaient été réquisitionnées pour être envoyées au front. Ce sont des civils parce qu'ils ont émis des opinions contraires à celui qui se prend pour Sankara. Et donc, ils ont été, il y avait une décision, mais ils sont allés en cours, ils ont gagné leur procès. On a contré cela, on a dit que c'est illégal la réquisition, d'annuler.
Mais malgré tout ça, et quand ils sont entrés en clandestinité, ensuite ils sont sortis croyant qu'une fois que le jugement a été rendu, ils se sont sentis protégés par le droit. Mais une fois qu'ils sont sortis, on s'est venu les prendre, on est venu les cueillir. Ça fait 2 ans, on vient de libérer 2 d'entre eux seulement lundi dernier. Ça fait 2 ans, depuis 2023, ils sont enlevés, on ne sait pas où ils sont. Et donc, on foule au pied le droit. Donc, on a quel recours? Les populations ont quel recours maintenant? Et quand vous parlez du roi à Madagascar, ça me fait penser, chez nous au Burkina, il y a le Moronaba aussi, mais maintenant c'est un pouvoir. Il a, au niveau, par exemple, de la cohésion sociale, quand il y a des problèmes, c'est là-bas qu'on va régler. Il y a toujours, parce qu'il y a une force de la tradition qui est encore là, etc. Mais il n'a pas ce pouvoir. Il y a une force comme une force morale quand même. Il a un recours. Les sociétés civiles, religieuses sont un recours. Donc, on fait appel à l'imam, au pasteur, à l'évêque, etc. Et donc, il y a une coalition même on appelle les sages, etc. Et donc, moi, ma question est de savoir, j'ai été intéressée par la conférence à cause du sujet et qui est d'actualité pour nous. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le recours? J'ai demandé à des juristes, est-ce qu'internationalement, on peut agir, on peut faire un recours? On me dit, ben bon, pas tellement. Vous voyez ce qui s'était passé, ce qui se passe à l'ONU avec la Palestine, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Alors, merci beaucoup pour la question très intéressante et en fait d'actualité, hein, comme vous l'avez dit. Euh, et elle rejoint finalement toute la réflexion qu'on a eue ici, les questions précédentes sur le droit comme instrument de protection ou comme instrument d'oppression. Euh, Quand la justice, elle est piétinée, quand la parole devient un crime, eh bien, l'État, finalement, il va se vider de lui-même. Et l'histoire montre que les régimes qui font de l'autorité et la violence finissent toujours par se heurter à ce qu'ils ont voulu effacer, la dignité eh bien, de la pensée libre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense, je reviens sur ce que je disais, c'est vraiment la question de l'État vivant. Il faut vraiment euh, il faut une inversion des rôles, en fait. L'État, il est censé protéger ses citoyens et en premier producteur de peur. Et ce que moi, je vois, c'est que la sécurité nationale devient eh bien, prétexte à la suspension de droit, en tout cas moi de ce que je comprends. Et puis c'est ce glissement du droit qui détruit la légitimité du pouvoir et qui rend finalement impossible la distinction entre autorité et violence. Donc la judiciarisation du politique, elle va se renverser et le droit, au lieu d'être un bouclier, eh bien, elle devient la cible. Les juges qui rappellent la loi, alors je ne connais pas la situation précise hein, dans votre pays, mais parfois les juges qui rappellent la loi sont marginalisés ou intimidés, les décisions judiciaires sont ignorées, les citoyens qui invoquent leurs droits sont accusés de trahison. Et moi je dirais que Si c'est je peux me le permettre, signe. les juges ont été enlevés. Il y a des juges qui ont été enlevés. Oui. Hier encore, en pleine audience, 3 juges, et deux journalistes en pleine séance de rédaction. Voilà, hier seulement. Donc. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est que le droit, eh bien, il devient tout simplement cet instrument d'oppression et il faut pouvoir basculer cette relation et c'est tout, si vous voulez. Bon, je parlais du cas malgache, mais finalement, on n'est pas non plus si loin de nombreux cas, en tout cas sur la forme et sur cette réflexion autour de cette sortie de crise qui exige eh bien, une boussole du vivant. Il faudra réinventer. Il faut que l'État de demain, en tout cas,
puisse relier les institutions avec la société. Je pense que c'est l'un des... Enfin, en tout cas, à mon humble niveau, c'est ce que moi je peux proposer, qu'il faut réinventer cette relation entre institutions et société, parce que cette déconnexion, eh bien, elle va tout simplement continuer comment dire, à alimenter, continuer à alimenter eh bien, les tensions, les inégalités, les accentuations même des désespoirs, hein, j'ai presque envie de dire. Euh, donc, alors, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal ni de boussole, enfin, en tout cas, de baguette magique, hein. Mais ce que je vous ai proposé tout au long de cet exposé, c'est des pistes de réflexion sur finalement quel chemin peut-on emprunter, pourquoi on en est là et comment eh bien, rendre des trajectoires, une histoire voilà, euh, différente. Mhm. Oui, nous avons une autre question de Samuel Kay. Je vais le lire. Finalement, parlons de réinvention. Comment arriver à réinventer, si possible ou si nécessaire, l'État tel qu'on le connaît dans la majorité des pays africains, dans un contexte où de plus en plus d'Africains rejettent, entre guillemets, la démocratie et quelque peu l'État de droit en adoubant des putschistes. Voilà. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Oui, je pense que toutes les questions se rejoignent puisque c'est une question évidemment fondamentale et j'ai presque envie de dire douloureuse, hein. Comment parler de réinvention de l'État dans un contexte où la démocratie elle-même semble avoir perdu sa force d'attraction, où une partie des citoyens déçus, voilà, comme vous le dites. Alors, pour la question rejette la démocratie, le vivre ensemble, moi je dirais, c'est vraiment partir de ce vivre ensemble. Il faut repenser, hein, réinventer l'État, c'est restaurer la confiance, euh, consiste par changer la manière de faire autorité. Un État réinventé, c'est pas un État plus fort dans la répression, c'est un État qui est plus dans la proximité, la responsabilité. Je ne parle pas de démocratie formelle, hein, mais véritablement de démocratie substantive, un État qui protège, qui gouverne. C'est un État qui sert finalement. Et puis, je vous ai proposé tout à l'heure des trajectoires vers cet état du vivant. Un état qui est traducteur, qui est habitable, qui coproduit avec la société. Alors, ce n'est pas facile, hein, évidemment, ce n'est pas à coup de baguette magique, et encore une fois, à coup, on peut pas juste le décider comme cela, mais c'est la trajectoire de l'état vivant qui me semble, en tout cas, qui traite la confiance, comme je le disais, comme qui transforme plutôt le conflit en négociation. Alors, ce n'est pas que de la théorie, hein. Je vous ai donné l'exemple à petite échelle de Diego, où on a vu on a éprouvé les ressorts, où on est parti. Alors, je vais vous partager l'expérience. Alors, ce n'était pas au niveau de l'État au sens institutionnel du terme, mais en tout cas au niveau du vivre ensemble. Et c'est de ça dont je parle, de la démocratie substantive, où quand on était à Diego, on a mis sur la table un sujet où on était... alors je ne vous cache pas qu'on s'est posé la question de va-t-on aborder ce sujet ou pas, parce que le CAT est un sujet tabou dans le Nord. Or,
c'est un phénomène de société, tout le monde en consomme. On va dire, le khat, c'est un produit stupéfiant, si je peux me permettre. Et donc, eh bien, tout le monde en consomme. Ça fait tourner l'économie locale et toutes les conséquences que cela entraîne. Donc, c'est un sujet qui est en marge. Mais pourtant, il faut en parler. Il faut en parler. Et donc, on est parti de ce postulat de construire avec les... et le sujet a été proposé, eh bien, par, par des collègues qui sont à Diego. On a pu mettre autour de la table chercheurs, artistes, étudiants d'université, décideurs publics, décideurs notamment des personnes des ministères, hein, médecins qui nous parlaient des conséquences du CAT. Et je peux vous dire que ce n'était pas gagné dans le sens où on va parler d'un sujet tabou dans la région en question, mais au final, ça a intrigué. Pourquoi? Parce qu'on va finalement, il ne faut pas perdre de vue cette capacité de dialogue, cette capacité de se remettre en cause aussi. Et cette sphère, si vous voulez, de bienveillance que nous, on voulait créer. Et donc, il y avait même des décideurs publics régionaux qui se sont déplacés. Pourquoi? Parce ils étaient intrigués par le fait qu'on puisse parler d'un sujet dont on ne parle pas. Donc ça a été co-construit, évidemment, avec les communautés locales, communautés, j'entends au sens large. Et donc, je pense qu'on peut essayer de dépasser certains a priori, que ce soit vis-à-vis de chercheurs, vis-à-vis d'étudiants, vis-à-vis de décideurs, et de mettre à profit, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, les vertus hein, de la concertation et du dialogue. Et finalement, on était dans un espace, une sphère de bienveillance, de mise en commun, de rencontre d'idées, et finalement, de même d'un début de programme pour la suite, pour pouvoir poursuivre ces échanges. Et ça, c'était à la demande des étudiants, mais aussi de certains décideurs sur place. Voilà. Donc, on peut déjà commencer par là, essayer de dépasser certains a priori. Et puis, alors, je ne dis pas que c'est facile. Évidemment, ça se saurait si c'était le cas. Mais en tout cas, mettre en œuvre pas à pas les conditions pour qu'il y ait, un dialogue entre les différents acteurs et actrices de la société. Et c'est ce que nous, on essaye, en tout cas, de faire à la Fondation, alors sans imposer du tout, puisque les sujets sont discutés avec nos partenaires. Ouais, super. On a déjà vraiment, on s'approche presque de la fin de cette session, mais ça ne vous empêche pas, si vous avez encore des questions à poser, hein, on a encore près d'un quart d'heure, mais on s'approche déjà de la fin. Je Oui. pense qu'on va pas. Je vois Guy apparaître on là. va pas en rajouter. Mais On va pas en rajouter. n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, on est C'est très ça, actifs. ouais. C'est Ouais. ça. C'est justement là que j'allais en venir avec Alex. On va pas suffisamment épuiser Randiane qu'on essaie d'épuiser depuis le mois de mars, je pense. C'est pas- Je pense pour une conférence aussi brillante qu'inspirante, voilà, on ne peut que dire merci. Merci Randiane, merci Alex, à toi également qui n'a pas hésité à accepter de modérer cette conférence malgré voilà, certainement un emploi du temps certainement chargé avec toutes les occupations que tu peux bien avoir. Merci à toi, merci à Randiane. Je ne cesserai de dire merci à Randiane. En fait, la programmation avec Randiane a été vraiment un coup de théâtre. Comme elle a dit, voilà, avec le prof, on a fait intervenir dans le calendrier. Et malgré cette surprise générale dans la programmation,
Randian n'a pas hésité à proposer un sujet, à préparer sa conférence, à intervenir, à répondre. Je pense que tout comme on est ravis de l'avoir comme collègue, mais également de pouvoir bénéficier de ces expériences en tant que chercheuse. Merci à tous les deux. Peut-être je vous passe la parole pour vos derniers mots, si vous le souhaitez. Et après, on pourra passer à l'étape suivante qui est la clôture. Alex d'abord et après Randia. Ok, d'accord. En tout cas, je tiens à féliciter Madame Radiana Radilfé pour cette intéressante session et ces échanges qui vraiment qui sont enrichissants. Je pense vraiment que la question de l'État, l'héritage et tout ce qui va avec, c'est quelque chose de fondamental et qui devraient être centrales dans la réflexion sur la question de la démocratie substantive en Afrique, surtout en tenant compte de ces réalités locales, parce que ça peut constituer vraiment une base de développement, une conscientisation et pourquoi pas la formation d'une génération de citoyens qui prendra en main son avenir. Donc, je vous remercie pour l'invitation et j'espère que cette collaboration dans le futur proche sera encore plus fructueuse. Et merci à l'assistante pour votre participation qui est très, très active. Et donc, j'espère vous rencontrer une autre fois, proche ou lointaine. Et donc, merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi, Alex, d'avoir accepté ce défi qu'on a préparé depuis des mois et qui prend une tournure totalement différente. On aura l'occasion certainement d'en rediscuter, peut-être au cours d'une autre conférence, où justement on mettra en débat tous les phénomènes, puisque comme je le disais au tout début, nous ne sommes pas des commentateurs de l'instant. Voilà, nous réfléchissons plutôt davantage. Nous sommes des chercheurs, mais certes, qui sont engagés. J'espère que vous avez appris des choses aussi. Je reste quand même enseignante-chercheur fondamentalement. Merci à Guy également pour la modération, aux côtés de Alex pour la présentation, aux côtés de Alex d'avoir préparé, de préparer encore, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent, de préparer ce cycle de conférences. Et je tiens à remercier encore une fois le professeur Achille Bembe qui m'a invité à prendre part à cette conférence lorsqu'il était de passage à Madagascar. Pour finir, eh bien, je vais reprendre ce que Alex disait, qui disait qu'il espérait qu'on se rencontrerait dans un futur proche. Bon, peut-être Guy sera là pour le colloque l'année prochaine, certainement. Je l'espère, s'il accepte notre invitation. Mais en tout cas, encore merci à tous. Ce que je vous ai proposé ici, ce n'était pas un modèle, c'est plutôt des trajectoires, des pistes de réflexion, ce à quoi moi je réfléchis et je pense depuis des mois. Et je pense qu'il faut penser au après toujours. Et si nous voulons le jour d'après, eh bien, il faut dès aujourd'hui une trajectoire lisible, un droit lisible, juste, effectif et des lieux de véritable dialogue qui ne soient pas juste des slogans. Merci beaucoup. Et merci à tous, pardon, merci à tous les merci à tous les, pardon, j'ai oublié de dire merci à tout le public. Merci, je vois ton commentaire, je suis vraiment désolée, mais merci à toutes les questions qui étaient très intéressantes. J'espère que j'y ai répondu en tout cas. Je pense que tu t'es bien défendu. Merci Randian d'avoir appelé ce cycle de conférence qui malheureusement tend vers la fin. C'est le moment certainement de remercier le professeur Ndoye-Bado avec qui nous avons entamé ceci, le professeur Kakou Nubuko, la professeure Fatima Dunga-Brigitte, Samira Sabou, la professeure Ndengue Rose, la professeure José Dominique avec qui nous étions il n'y a pas si longtemps et Randia nous a fait l'honneur de modérer sa conférence, le brillant activiste Nafti ATM de la Tunisie,
Remercions également à Boudjinou Sename Kofi du Togo, de Nadia Alaoui Hachimi de Sciences Po Rabat de Maroc et maintenant Randiane. Moi, je vous donne rendez-vous certainement le 28 octobre en compagnie de Ndeye Astundiaï autour de Veillées africaines. Ce sera l'occasion de clôturer ce cycle de conférence qui dure depuis le mois de janvier et de débattre autour des questions de substantivité de la démocratie à partir d'un roman qu'elle nous a fait l'honneur de publier le mois de février dernier. Merci à toutes et à tous. Merci à Alex et merci à Randiane. Merci à notre chaleureux public. Et nous vous disons à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos canaux sociaux. Excellente soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup, excellence. Au revoir, merci à tous et toutes.